Bonjour à tous, Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Aujourd'hui, le sujet du jour, les données. Écoutez, pas une journée sans qu'on en parle dans les médias, fait qu'on va en parler un petit peu avec notre expert, mais avant d'ouvrir la conversation, je vous invite, si vous êtes à votre première présence, de devenir membre de notre chaîne YouTube. Je vous invite un petit pouce en l'air si vous appréciez et je vous invite à partager nos contenus. Pour parler de données, parler de data, pour dire ça en franglais, j'ai avec moi la chance de rejoindre Jean Massari. Bonjour Jean, de New Legion. Jean, petit topo de qui tu es, de ce que vous faites pour monsieur et madame tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Moi, je suis directeur de la recherche chez New Legion. Je suis un expert d'intelligence artificielle, donc par conséquent en données. Chez New Legion, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des produits et du service conseil pour l'aide aux organisations, notamment aux petites et moyennes structures, pour optimiser leur système, leur processus, donc que ce soit des processus de données ou des tâches à travers l'intelligence artificielle. Écoute, on va parler de données numériques, parce que c'est principalement l'enjeu de tout le monde actuellement. On vient de vivre certains scandales, entre guillemets. On voit de plus en plus de problèmes de cybercriminalité, de fraude, d'utilisation de données personnelles. J'aimerais ça qu'on démêle ça, sans aller dans la partie cybersécurité, mais plus dans la partie data aujourd'hui. Les données numériques, là, on peut-tu définir c'est quoi dans l'univers des OBNL ensemble là, pour établir un langage universel? Dès que quelqu'un utilise un système informatique, il produit de la donnée. C'est aussi simple que ça. Dès qu'on va Donc, il y a de la donnée, disons, consciente. Quelqu'un qui remplit un formulaire, c'est une donnée consciente. Mais il y a une donnée inconsciente aussi. Qui est celle de l'utilisateur qui va utiliser un service informatique, qui va laisser une trace quasi systématiquement. Quelqu'un qui vient visiter notre site Internet, qui visite notre page Facebook. Il va laisser une trace. Et cette trace-là est aussi une donnée. Donc, il y a une partie inconsciente que les gens ne sont pas nécessairement... Il y a la donnée ouverte, c'est celle j'ai moi rempli en tout état de cause, en connaissant l'application et ce qu'elle va faire de la donnée. Et il y a toute une donnée plus cachée, plus sauvage, qui est celle j'ai utilisé un système informatique, ce système a créé un ensemble de logs et d'identifiants, et eux ne me sont pas forcément fournis, et vont être stockés, utilisés par la suite. Certaines organisations, certains gestionnaires ont pris conscience que c'est important, la gestion des données. Si on n'avait pas eu les scandales ou les problématiques qu'on voit dans les médias, je suis pas certain que tout le monde l'aurait fait. Puis il y a encore des organisations qui sont très loin, là. Ils sont encore bien ancrés dans leur fichier Excel sans trop savoir quoi faire avec. J'aimerais ça ensemble là, qu'on regarde un petit peu là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, puis qu'est-ce qu'on a accès qu'on n'utilise pas non plus. Alors, ça, c'est une question très, très large. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ça, c'est vrai, question large. Très large. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a? Alors déjà, ça va dépendre du point de départ. Comme c'est vrai que dans beaucoup de petites organisations, et c'est d'autant plus vrai dans les OBNL, les données, quand on parle de données, en fait, on va parler vraiment que la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire les fameux Excel remplis. Très souvent, disons, les données sur les membres, sur les donateurs. C'est ça, exactement. On va prendre ça comme exemple. Ou les gens qui participent aux activités. Ne parlons que de ça. On peut commencer avec ça comme base. On va commencer avec ça. La première chose à faire avec ce genre de système, c'est centraliser. Il n'y a pas de secret. Avoir plusieurs fichiers qui se baladent, c'est une catastrophe en termes de gestion de données, parce que ça veut dire qu'il y a toujours le risque que les données soient corrompues, se perdent, soient modifiées, qu'il y a un problème de synchronisation, c'est-à-dire qu'on a un fichier qui dit quelque chose, un autre fichier qui dit autre chose, et lequel a raison, lequel dit la vérité. Et donc, pour éviter tous ces problèmes-là, envoyer des communications à quelqu'un qui est décédé, c'est un peu être touché pour un organisme. Ça peut devenir difficile, exactement. Donc ça, le mieux, c'est d'avoir une base centralisée, c'est-à-dire un système qui va concentrer toute cette donnée et la mettre à un seul endroit pour qu'elle soit bien propre, bien épurée et facilement récupérable par n'importe qui, y compris quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler avec ces données-là. Pour faire ça, on peut faire un plus gros fichier Excel, je vais déconseiller. Ce qu'on va plutôt favoriser technologiquement, c'est ce qu'on appelle un SGBD, c'est un système de gestion de bases de données. Donc c'est des bases de données, ce qu'on appelle des bases de données, peuvent être de plusieurs types, de plusieurs formes, plusieurs architectures. On trouvera toujours une solution technologique adaptée à nos besoins, mais ce qui est important, c'est d'aller chercher des gens qui savent en installer pour installer un système de gestion de données chez soi, pour centraliser cette donnée-là. Quand tu dis ça, là, il y a des gens qui vont écouter, là, qui, eux autres, c'est le signe de dollar, ça fait tching, 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 ça vient de coûter cher. J'aimerais ça qu'on aborde ensemble la notion d'investissement, parce que
surtout les 2 dernières années, on recommence à prendre une vie qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait avant la pandémie. En 2 ans, il y a eu une numérisation accélérée de beaucoup de choses. Il y a la majorité des organismes qui suivent pas la parade au niveau d'utilisation du numérique. Donc, pour plusieurs, ça va impliquer, premièrement, des nouveaux investissements, c'est des nouveaux systèmes, mais aussi de l'investissement dans les ressources, dans les compétences aussi. Pourquoi on devrait le mettre sur le dessus de la pile, cette priorité-là? Alors, je vais donner un exemple industriel, mais qui s'applique parfaitement dans le cas d'InnoBNL. C'est que, par le passé, j'ai travaillé avec une équipe qui avait quasiment 2 personnes très formées, informaticiens, qui faisaient de leur journée que du transfert de données entre 2 systèmes. Leur journée était passée à modifier des données, les transférer à un Excel, qui les transférait à un script, qui les envoyait sur le bon système et qui s'assurait que la donnée était correctement dans la bonne forme. C'était leur journée complète. Il y a un moment, la structure s'est posé la question de est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, et donc a investi dans un système de gestion de données centralisé pour cette partie-là particulière. Et donc ce travail à temps plein pour ces 2 personnes est passé à quelques heures de travail par mois pour juste s'assurer que le système fonctionnait correctement et s'assurer de la maintenance du système. Ils ont dégagé 2 postes complets d'experts techniques, quasiment 2 postes complets d'experts techniques, qui ont pu faire autre chose. Ils sont restés dans la structure, on leur a juste donné sur des tâches beaucoup plus productives et beaucoup plus intéressantes. Donc eux, ils étaient plus satisfaits de leur travail et la société a gagné 2 ressources supplémentaires par rapport à un investissement qui au final était inférieur, donner l'ordre de grandeur, c'est inférieur au quart du salaire d'un des 2. Ils ont divisé par 8 leur coût sur cette tâche-là. Juste là, c'est ça. Donc, le premier élément, c'est diminuer la partie des ressources humaines qui est impliquée. Complètement. Puis après ça, c'est l'augmentation des opportunités. Parce que si on regarde les données d'un volet plus marketing, l'idée de segmentation, l'idée d'envoi ciblé, ainsi de suite, nous permet de gagner en efficacité. Ça, c'est le deuxième élément. C'est une fois que tes données sont centralisées, tu peux, nous, ce que j'appelle, c'est faire chanter tes données. Tu peux leur faire dire, c'est des choses qui te sont intéressantes, qui te sont pertinentes. Donc ça, c'est la partie généralement qu'on appelle le business intelligence, qui est de dire, j'ai tout au même endroit, est-ce que j'ai pas des choses que je peux commencer à voir? Est-ce que je vois pas des patterns, des choses qui se répètent, que je pourrais exploiter pour améliorer mes rendements, pour aller chercher les bons usagers, pour leur proposer les bonnes choses, pour aller chercher les bons donateurs? Effectivement, c'est une fois que les données sont centralisées, cette tâche devient extrêmement simple. Non, tu donnes l'exemple de donateur, mais rajoutons bénévole ou membre. Complètement. Les profils se ressemblent dans bien des cas. Fait que là, si on n'a pas d'analyse, si on n'est pas capable de faire d'analyse, on vient de perdre beaucoup en efficacité aussi. C'est ça. Fait que très souvent, c'est pas tant une dépense, c'est que c'est un coût d'opportunité qu'on a perdu aussi, dans bien des cas aussi. C'est souvent, en fait, l'idée, c'est parce que ça rejoint aussi sur certains systèmes. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise ces données-là, quand elles ne sont pas centralisées, qu'elles sont réparties, souvent, on va se retrouver à négliger certains des systèmes informatiques sur lesquels on a déjà investi par le passé ou qui sont déjà installés. Ils sont déjà là, on pourrait les utiliser, mais on ne peut pas les utiliser à pleine mesure parce que ils ne sont pas connectés avec ce qu'il faudrait. Si tout est centralisé, là, ils deviennent connectés avec tout ce qu'il faut. Et donc, c'est une perte, c'est un manque à gagner. C'est complètement un manque à gagner d'efficacité, d'opportunité qu'on ne pourra pas récupérer parce qu'on ne peut pas utiliser son système à plein potentiel. Donc là, sur les donateurs, sur les utilisateurs, sur tout le monde, c'est pareil. Si mes données sont réparties, je vais rater beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui je ne pourrais pas faire parce que je n'ai pas l'information. Peut-être, si on le traduit d'une manière très, très illustrée, mais par exemple, les envois d'infolettres. Si tout le monde reçoit la même infolettre, qu'on soit donateur, membre, bénévole, ainsi de suite, ce qui finit par arriver, c'est que les gens se désabonnent. Tandis que si on a une interprétation, on est capable de faire une segmentation, puis qu'on est capable d'automatiser nos envois courriels, on est capable beaucoup plus facilement de pouvoir communiquer le bon message aux bonnes personnes et pas avoir le doute de dire les gens sont tannés des courriels. Fait que c'est aussi la perception qu'on a. L'autre élément sur lequel je suis curieux de t'entendre, c'est on commence par où? Parce que, écoute, j'envoie des organismes tous les jours, puis même chez nous à l'interne, on a des difficultés par rapport à, on a des données d'inscription, on a nos envois d'infolettes, on a nos gens on a nos partenaires qui ne sont pas des, on a comme plusieurs systèmes, plusieurs fichiers Excel dans certains cas. On commence par où pour faire un ménage là-dedans? Alors, la première chose, c'est de faire le bilan. C'est de regarder ce qu'on a comme système informatique, comme fichier Excel, c'est dire tout ce que j'ai qui a une donnée, c'est-à-dire qu'il y a une trace numérique de mon activité, je vais faire la liste, complète et totale.
pour chacun des éléments de cette liste-là, je vais dire, il y a quoi dedans qui est important? De quoi je me sers? Il y a quoi dedans qui est important? Et je vais me poser une deuxième question, c'est combien de fois je l'utilise dans l'année, dans le mois, dans la semaine, et combien de temps ça me prend pour l'utiliser? Avec ces 3 informations, ce que j'ai, combien de fois je l'utilise, combien de temps ça me prend, je vais aller voir quelqu'un, un expert en base de données, il y en a plein, voilà, il y en a beaucoup. J'arrive avec ça, et je lui dis, fais-moi une base de données qui tient la route. Et lui va pouvoir faire la base de données qui tient la route. Ça va lui prendre, en fonction de la taille du système, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais généralement, sur une petite organisation, on parle de quelques semaines de travail, 2 à 3 semaines pour une intégration complète. Il faut comprendre, puis c'est peut-être bon d'en parler, il y a aussi des nouveaux produits numériques qui permettent au système de se parler entre eux, là, le fameux Zapier ou d'autres choses, d'autres types de produits qui permettent de donner une uniformité, puis qui enlève le cauchemar des passerelles entre systèmes qu'on a connus il y a plusieurs années, qu'on connaît encore dans certains cas. On connaît encore, là, mais dans beaucoup de cas, là, il y a des gens qui ont travaillé à développer des solutions. Fait ça s'est beaucoup plus simplifié aussi, puis c'est peut-être moins grand chantier que c'était il y a 7, 8, 10 ans aussi, de faire parler les systèmes. Est-ce que tu dois être au courant de la loi 64 qui s'en vient sur la protection des données personnelles? Je pense que c'est peut-être important d'aborder cet aspect de données-là particulier, parce que c'est peut-être le plus sensible, puis c'est peut-être des données qui sont pas bien traitées vont pouvoir mettre des organisations à risque énorme avec le traitement des données personnelles. On est totalement d'accord. En fait, je vais appeler ça les règles d'or de la donnée personnelle. Il y a quelques règles d'or à respecter. Si on les respecte, on respecte toutes les lois, toutes les recommandations, que ce soit la loi 64, que ce soit le GDPR européen. Oui, qui est l'initiative qui date de plusieurs années puis qui inspire le tout après ça aussi. Alors déjà, la première règle, c'est la transparence. C'est-à-dire que toute donnée collectée sur quelqu'un, la personne doit savoir que cette donnée a été collectée, elle doit savoir où elle a été utilisée et elle doit savoir pourquoi elle a été utilisée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire le ménage dans les fameuses données sauvages dont on parlait. Qu'est-ce que tu appelles une donnée sauvage? Celles qui ne sont pas, celles qui sont produites par des systèmes, mais sans que l'utilisateur le sache. OK. C'est le cas notamment. Donc, le fameux cookie, par exemple, exactement, que tout le monde connaît. Un exemple parfait, c'est le cookie qui, jusque-là, était une donnée sauvage et maintenant, il est en train de devenir une donnée très standardisée. Tout le monde maîtrise, tout le monde connaît, tout le monde sait à quoi ça sert. Et donc, on est passé à quelque chose de beaucoup plus classique avec ça. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est si on crée de la donnée sur un utilisateur, si on a fait une analyse, qu'on a créé de la donnée sur un utilisateur et qu'on l'a catégorisé, qu'on l'a mis dans des segments et autres, il faut que d'une façon ou d'une autre, l'utilisateur le sache et le comprenne. Il ne faut pas qu'il découvre qu'on l'a mis dans une catégorie particulière plus tard par la suite. Ça c'est très mauvais. Discrimination par la donnée. C'est la discrimination par la donnée, exactement. Enfin, ça entraîne des risques. C'est pas forcément de la discrimination par la donnée. Mais ça peut être une discrimination positive aussi. Là. Mais ça peut entraîner de la discrimination et ça, c'est très mauvais. Et la dernière chose, c'est souvent très oublié, c'est ce qu'on appelle la périssabilité des données. Il faut qu'au bout d'un certain temps de vie, la donnée ne puisse plus être attachée à quelqu'un. Ça ne veut pas dire la supprimer forcément, mais ça veut dire qu'elle ne soit plus rattachée à une personne. Un exemple, c'est je te fais passer un questionnaire. Donc tu vas faire ce questionnaire, je vais dire très bien Stéphane, tu as rempli ce questionnaire-là, donc j'ai Stéphane, cette réponse au questionnaire-là. Et bien moi je vais mettre en place un système pour que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fonction du moment où je n'en aurai plus besoin, je vais effacer Stéphane. Donc j'ai toujours la réponse à mon questionnaire, mais je ne sais pas qui l'a rempli, je ne pourrai jamais le retrouver. Donc j'ai créé une donnée non nominative. C'est ça, anonymisée, et la donnée initiale était périssable. Il y a un moment, elle a atteint sa date de péremption, et donc je suis obligé de partir du principe qu'à un moment je ne pourrai plus l'utiliser directement. Puis ça, je pense que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, soyez conscients que ça va amener énormément d'enjeux dans vos organisations, ce traitement-là. Puis je sais très bien, parce que je regarde d'autres dossiers similaires, comme les politiques de harcèlement, ou comme d'autres lois qui ont été ajustées dernièrement, où beaucoup d'organismes sont en retard. Oui. Et ça finit par sortir, c'est quand qu'arrive une crise que là, vous n'avez pas fait votre job comme organisation. Puis je pense que la gestion des données, je me remettre un flash, là, c'est quelque chose de hyper important, puis c'est un des défis des organisations des prochaines années, parce que vous en avez tous énormément dans vos systèmes, ne serait-ce que vos inscriptions et vos memberships. Là. Mais il y a déjà eu 2 crises majeures sur les données, et donc ça va devenir... La deuxième, beaucoup pensent à Desjardins. Desjardins est la principale, mais il y en a une deuxième qui est en cours, qui est moins publique, mais en train de se répandre, c'est la crise des données de l'utilisation de Facebook.
OK, oui. Facebook est sous le radar de toutes les institutions européennes, une partie des institutions canadiennes, pour son utilisation abusive des données personnelles. Et c'est en train de dégénérer en crise. Elle est déjà là. C'est juste qu'elle est moins médiatique que celle de Desjardins, déjà parce qu'elle est moins québécoise, elle est plus internationale. Mais elle est déjà là, la deuxième crise sur les données. Oui, puis c'est un modèle institutionnalisé de gestion de données, tandis que l'autre, c'est un crime à l'interne. C'est ça, c'est des choses différentes. Là. Mais on le voit à partir du moment où il y a eu une augmentation dans la pandémie de l'usurpation d'identité. Oui. Les données viennent dans quelque part. Là. Puis dans bien des cas, c'est des petits systèmes qui ont été fraudés puis qui ont été cybercriminalisés, là, soyons conscients. Là. Qu'est-ce que tu fais? Bien, justement, allons aux données personnelles. Là, pour la protection des données personnelles, sans aller trop loin, là, mais au niveau système, au niveau architecture, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure gestion des données personnelles? Déjà, c'est les bien identifier. C'est-à-dire que là alors, on va partir de deux points de départ. Le point de départ des fichiers Excel à l'heure actuelle. Donc là, le problème est toujours, encore une fois, c'est s'assurer qu'ils ne tombent pas en de mauvaises mains. Donc bien sécuriser ces petites bases de données-là, s'assurer qu'il y a un nombre très restreint de personnes connues y ait accès. Ça, c'est ça, c'est le B à bas. Et de l'autre côté, c'est lorsqu'on commence à avoir de l'intégration, des systèmes centralisés, bien identifier ces données, les données des utilisateurs. Et nous, ce qu'on va préconiser, c'est mettre en place un niveau minimal de ce qu'on appelle sûreté-sécurité. Donc sécurité, ça va être s'assurer par exemple que les bases avec de l'information critique et les bases contenant les identifiants des gens ne soient pas les mêmes, qu'il y a une étape de croisement nécessaire avant de pouvoir dire cette personne-là a ce numéro de carte particulier ou ce numéro de membre-là. Il me faut au moins deux bases pour être capable d'attaquer au moins deux bases différentes. Oui, tu as l'aspect données personnelles, puis tu as l'aspect transactionnel. Exactement, aussi dans bien des cas. Complètement séparés et qu'il n'y ait pas de porosité entre les deux. Et encore une fois, ce que je disais, c'est le côté sûreté, c'est s'assurer qu'on ne permette pas une utilisation abusive qui pourrait provoquer de la discrimination. Ça, c'est des processus internes à mettre en place. Hein. C'est dire, est-ce que l'utilisation que je fais, c'est poser ces questions, est-ce que je crée de la discrimination d'une forme ou une autre? Est-ce que je peux créer de la donnée dont l'usager ne saura pas qu'elle est créée, qu'elle le concerne? Et est-ce qu'il y a un risque que cette donnée puisse m'échapper, puisse servir à faire autre chose, peut être utilisée par quelqu'un d'autre, ou puisse vivre sa vie sans que moi j'ai vraiment de contrôle dessus. Déjà avec ces trois questions-là, et mettre les processus de contrôle autour de ces trois questions-là, on commence à avoir une stratégie au niveau de la donnée, au niveau de la vie personnelle qui est, je pense, nécessaire pour tout le monde. Si on va un petit peu plus loin, au niveau plus mécanique, là, serveur local, info nuagique, cloud, là, on voit différentes choses, puis en référence, souvent, on regarde les processus d'achat public qui demandent d'avoir des données au Canada, absolument. On peut-tu démêler ça un petit peu là, au niveau de la partie... L'idée, c'est que dans tous les cas, les données, elles sont stockées quelque part. Elles sont créées, elles sont stockées quelque part. La question, c'est est-ce que je possède la machine qui stocke ces données? Si je la possède, on appelle ça un serveur local. Ou alors est-ce que j'achète de l'espace quelque part? Et dans ce cas, c'est l'info nuagique, c'est le cloud. Il faut savoir que lorsqu'on achète du cloud, c'est pas du nuage. Hein. Il y a quand même une machine derrière et la machine, elle est physiquement quelque part. Et une stratégie intéressante et une stratégie qui est de plus en plus nécessaire maintenant, notamment pour travailler avec des organisations publiques, c'est que la donnée soit stockée à l'endroit où elle est produite, donc typiquement au Canada. Donc je peux acheter du cloud canadien. Je peux contacter n'importe quel fournisseur, Amazon, Google, IBM, n'importe lequel, et leur dire je veux bien louer vos services, mais je veux que la donnée elle soit stockée au Canada. Pourquoi c'est important? C'est une question quand même, c'est le pourquoi c'est important. En fait, c'est important parce que tous les pays n'ont pas les mêmes régulations sur les données et que notamment nos amis du Sud ont pour habitude d'avoir des systèmes beaucoup moins restrictifs et se laisser souvent des portes d'accès aux données, ce qui fait qu'une donnée stockée aux États-Unis peut être accédée sans contrôle ou avec très très peu de contrôle par n'importe quelle instance de sécurité, instance publique, même par pas mal d'entreprises, alors que si jamais la donnée est stockée au Canada, c'est la règle canadienne qui s'applique, et là dans ce cas, on retombe sur la loi 64, on retombe sur la protection qu'offre le gouvernement canadien sur les utilisateurs. Puis c'est quoi les désavantages du serveur local? Un peu plus cher. C'est le seul désavantage. Moi, puis confirme-moi, il y a un aspect d'entretien qui n'est pas la même chose, c'est de sécurité. Plus cher.
Ça vient avec le plus cher. La question qui vient avec... La majorité des organismes qui ont des serveurs locaux, la plupart du temps, les mises à jour n'ont pas été faites au niveau de la sécurité. C'est des passoires. C'est ça. Non, j'aime on va le dire, c'est des passoires. C'est des passoires. Parce que tu peux pas compétitionner contre un Amazon ou un Google qui a des experts informaticiens sur la sécurité à temps plein. C'est vrai, mais le fait que ça soit en cloud, il y a d'autres limitations. Le fait que ça soit en local, en fait, le fait d'avoir un serveur local, c'est la question vient se poser à partir d'un certain volume de données, un certain volume d'utilisation de la donnée. C'est-à-dire que si c'est des systèmes qui sont si l'organisation génère énormément de données et les utilise tout le temps, oui, un serveur local, c'est un bon investissement. Ça ne coûte pas très très cher. En lui-même, ce qui va coûter cher, c'est d'avoir ce qu'on appelle un sysadmin, c'est-à-dire quelqu'un qui va dont le travail est de s'occuper des systèmes informatiques et notamment du serveur. Donc il y a un coût de main-d'œuvre à associer, mais on va avoir la même qualité de service qu'avec un cloud. La seule différence aussi, c'est que généralement, ce qu'on va conseiller, c'est qu'il y ait 2 serveurs plutôt qu'un seul pour s'il y en a qui tombent en panne. Voilà, donc ça coûte plus cher, mais ça peut se rentabiliser au volume. Sur un cloud, je vais plutôt le conseiller sur des volumes plus faibles, avec des gens qui ont moins de compétences techniques, qui ne veulent pas investir dans des compétences techniques, ces compétences-là, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité stratégique ou pas les moyens de le faire. Et là, le cloud, ça marche très très bien. Encore une fois, c'est juste, il faut viser le cloud canadien, s'assurer que les serveurs soient bien au Canada, plutôt que de les prendre n'importe où. Donc, il faut faire attention à nos contrats puis nos ententes de service. Lire les petits caractères quand il est question des données, prend son importance aussi. Exactement. Alors, pas tant sur les gros fournisseurs de services, c'est pas tant les petits caractères que les options de paramétrisation. C'est-à-dire les 2 que je connais bien, donc c'est-à-dire Google Cloud et Amazon, avec un bouton, je peux m'assurer que la donnée est stockée à Montréal. Et le bouton est bien en évidence, il n'y a pas besoin de trop le chercher. Mais il faut faire attention à ce genre de paramètres, à ce genre de configuration-là pour s'assurer que les données sont au bon endroit. J'entends de plus en plus parler de données prédictives. C'est quoi ça, puis en quoi ça peut être utile pour un OBNL? Alors ça rejoint ma grande passion, mon métier, l'IA. C'est le fait... L'IA étant? L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Okay. C'est le fait d'utiliser l'apprentissage machine. C'est de dire, j'ai un volume de données conséquent, donc je vois des tendances apparaître dans mes données. Est-ce que je ne peux pas utiliser ces tendances, les faire apprendre à une machine, pour si je lui donne des nouvelles données ou des éléments de données, il soit capable de remplir des trous, remplir des cases vides. Prenons un exemple des donateurs. Donc, ça fait 6 ans, 8 ans, 10 ans que j'accumule des données sur mes donateurs. Je suis spécialisé, disons, dans la région du Saguenay. Puis là, je vais aller faire une campagne de dons à Montréal. Je vais utiliser les profils que je vais avoir pour établir qui seraient mes futurs donateurs dans une nouvelle région. Et une bonne stratégie serait de faire ça, ce serait de dire, je vais prendre tous mes donateurs de Saguenay, je vais les faire passer à une apprentissage machine qui va me créer le profil type ou les profils types, ou encore mieux, un système qui va être capable de me dire, je lui mets un individu et à me donner le pourcentage de chances qu'il devienne donateur. J'arrive dans une nouvelle région, j'identifie ou à la main ou à travers un outil d'extraction, enfin, j'identifie une population, je la fais passer à mon modèle prédictif et il va cibler un certain nombre de personnes où je maximise mes chances que la personne devienne donatrice ou bénévole ou membre. Là, dans les 3 cas, c'est un peu le même système. C'est exactement ça. Ouais. Fait que ça serait la donnée prédictive qu'on utilise. Ça serait de la donnée prédictive. En fait, ça serait l'utilisation prédictive de la donnée. Une petite étape de plus, parce que comme je disais, centraliser, c'est l'étape 0. Une fois qu'on a centralisé le business intelligence, c'est l'étape 1. Le prédictif, c'est l'étape 2. C'est automatiser le business intelligence par l'intelligence artificielle. Je t'écoute depuis tantôt, puis je me dis que ça va être un des grands chantiers des 10 prochaines années, je pense, dans l'ensemble des organismes. Ben, en fait, c'est l'un des chantiers principaux de toutes les grandes organisations de ces 20 dernières années. Okay. Et plus on avance dans le temps, plus on descend dans la taille des organisations qui ont besoin rapidement d'avoir ces technologies. Et là, on est en train d'arriver sur les petites et les moyennes organisations qui doivent avoir besoin de ces technologies. Donc, peut-être un message pour vous en quittant dans vos planifications stratégiques. Je pense que ça va être important de garder au moins un des objectifs stratégiques qui est de travailler vos données, que ce soit tant en termes de protection, de mise à jour face aux réglementations, ou que ce soit dans l'utilisation par rapport à vos processus d'affaires. J'espère que ça vous donne un peu l'étincelle pour commencer à en parler à l'interne. J'espère que ça va vous aider aussi. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'ai hâte de vous revoir dans un de nos prochains contenus ou une de nos activités. Merci Jean. Merci beaucoup Stéphane. de ta contribution. Bye bye. Au revoir. À la prochaine.